Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Chers auditeurs de iWeb Radio, chers internautes, vous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube iWeb RDC Congo, chers lecteurs, vous qui nous lisez de partout à travers notre site internet www.iwebrdc.com, bonjour et bienvenue à cette émission Presse In. Comme d'habitude, aujourd'hui il y a deux sujets sur la table des réflexions. Il s'agit du prochain remaniement annoncé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi les manifestations de colère qui ont eu lieu ce mercredi à Goma, ville volcanique dans la province du Nord Kivu. Les manifestants protestent contre la présence de l'armée régionale sur le sol congolais. Nous allons en discuter avec Gédéon Atibou. Aujourd'hui, spécialement, nous serons à deux avec lui. On va analyser sur ces deux sujets mis sur la table de réflexion. Bonjour Gédéon. Bonjour Socrate, bonjour à tous nos aimables auditeurs, les internautes et aussi le lecteur. Vous l'avez rappelé dans votre introduction, nous sommes là, les devoirs nous l'exigent. Décrypter, commenter et aussi, n'est-ce pas, donner les informations. Ça fait partie des objectifs que poursuivent c'est le Presse In. Je crois qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va le faire à deux. Voilà. Et je crois que j'estime qu'on sera à la hauteur et donner quelque chose de consistant à la population congolaise. Bien entendu. Alors, nous ouvrons avec le remaniement du gouvernement. Qu'en est-il ? Les tractations sont en cours et ont même accéléré ces 24 dernières heures entre le chef du gouvernement et le Premier ministre Sama Lukonde et le chef de la République, le président de la République, voulais-je dire, Félix Tshisekedi, et le tandem exécutif a déjà tablé et même trouvé, n'est-ce pas, les nouvelles figures qui vont faire partie de l'équipe gouvernementale Sama 2, parce qu'il s'agira pas d'un remaniement comme on le laisse entendre. Il s'agira bien entendu d'un réaménagement technique. Pourquoi réaménagement technique? Parce qu'on estime que certains ministres qui ont été là ont complètement échoué dans leur mission et dans leurs prérogatives. Il faudrait donc amener du sang nouveau, un nouveau souffle pour que cette équipe qui doit accompagner les chefs de l'État, n'est-ce pas, surtout en 2023, soit à même soit à la hauteur de ses responsabilités, soit à hauteur de répondre à toutes les attentes de population congolaise. Ce sera d'abord là la principale question. Vous parlez tout à l'heure de réaménagement alors que le président de la République lui-même a annoncé, il a parlé de remaniement du gouvernement. Donc on parle du remaniement, peut-être c'est par infirmité du langage que le chef de l'État l'a dit, mais nos sources nous confirment qu'il s'agira du réaménagement technique. Et lorsqu'on parle du remaniement, c'est-à-dire c'est au moins 70% de membres du gouvernement qui doivent tomber, mais dans le cas précis, c'est quelques ministres, le ministre dont le résultat n'ont pas été suffisant. Dans ce qu'ils ont fait, ce sont ceux ministres qui sont remplacés. Certains seront certainement permutés et d'autres même relégués. Ce sera là même la carte que veut jouer maintenant le chef de l'État. Il faudra, parce que
Nous allons parler de l'échec, bien sûr, du gouvernement Sama Lukonde. On va revenir de fond en comble, mais c'est pas tout le gouvernement qui a échoué. C'est pas tous les membres du gouvernement qui se sont cassés les nez. Il y a deux membres qui se sont distingués. Il y a eu des efforts sectoriels qui ont été menés, et ça, il faudra le reconnaître et le saluer. Et le chef de l'État est conscient que parmi les membres du gouvernement qui l'ont accompagné pour les 2 dernières années, il y a des ministres qui se sont distingués. Pour ne pas les citer, on aura l'impression que nous sommes en train de faire leur propagande ici, mais on peut le voir, on peut le constater qu'il y a eu des ministres qui ont en tout cas magnifiquement fait leur travail. Mais le comble, c'est qu'on est dans un gouvernement dit d'union sacrée, on est dans un gouvernement de coalition au pouvoir, et on l'a toujours dit, on l'a toujours répété, même décrié ici, que l'union sacrée, le gouvernement d'union sacrée était un gouvernement, une coalition d'abord hétéroclite, et qui a débouché sur un gouvernement avec des ministres dont certains avaient des agendas un peu occultes, dont certains avaient des agendas un peu noirs. Et aujourd'hui, nous sommes en droit même de les répéter. Aujourd'hui, vous avez vu la situation qui est en train de frapper des pleins fouets à l'Union sacrée, avec le retrait de Moïse Katumbi de l'Union sacrée, même, qui a même constitué aussi le départ d'autres membres du gouvernement. Et aujourd'hui, on s'est dit, si un ministre qui a accepté rejoindre le chef de l'État dans ses rangs, l'accompagner, si ce ministre-là est toujours n'est pas redevable au peuple, il est toujours fidèle à sa plateforme politique, et donc il suit la ligne idéologique ou encore la ligne de conduite lui donnée par son chef de file. Et lorsqu'on arrive dans un tel gouvernement, il est impossible ou encore difficile que les membres qui ont été nommés sur décision de leur chef politique soient à même de proposer quelque chose de solide à la population congolaise. C'est au moins là la situation que nous sommes en train de connaître avec l'Union sacrée. Et là, il y a urgence, on le disait d'ailleurs il y a quelques semaines, qu'il y a urgence de revoir le gouvernement. Au-delà même de cette urgence de revoir la composition du gouvernement, il s'y est, à mon avis, de refonder même cette union sacrée. Est-ce que l'union sacrée a-t-elle répondu aux attentes du peuple congolais? Ce devrait être là les principales questions. Et lorsqu'on répond à des questions, ça donne une certaine lumière et ça donne une certaine orientation pour que maintenant l'on sache avec quelle structure mettre sur pied pouvant accompagner le chef de l'État. Dans l'un des numéros du Press-In, j'avais même soulevé l'idée de voir le chef de l'État supplanter l'Union sacrée par une autre structure, ou carrément composer un gouvernement de technocrates, des gens qui ne viennent pas de partis politiques, des gens qui ne viennent pas, de groupements politiques, et qui peuvent lui donner main forte et l'accompagner pour la réussite de ses mandats, car ce sera là même la grande question lors des élections, lors de sa réélection en décembre 2023. Le chef de l'État est arrivé au pouvoir dans le contexte que nous connaissons en 2019. Il était issu de l'opposition qui n'avait pas assez de chance parce qu'à l'époque il y avait 3 blocs, le bloc Lamouka, le bloc du pouvoir, et les blocs aussi composés par Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Dans cette situation-là, Félix Tshisekedi est parvenu à gagner la confiance du peuple et à être proclamé chef de l'État par la CENI qui dirigeait à l'époque Corneille Nangaa. Et maintenant, il s'était basé sur son discours, sur un projet de société qui a convaincu quand même un certain nombre de compatriotes congolais. Et maintenant, en 2023, ce sera un peu différent parce que le chef de l'État devra maintenant venir avec le bilan. Vous voyez, c'est
quelles réalisations qui ont été faites, qu'est-ce qui n'a pas été fait, ou qu'est-ce qui a justifié les bilans mi-raisin, mi-fégan. Ce sera là quand même la grande question pour 2023, et pour ce faire, le chef de l'État devra être accompagné d'une forte équipe de personnalités politiques et des ministres capables en tout cas de relever les défis. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, pas de contradiction. Moi, je vais relever 2-3 raisons, voire 4 raisons pour lesquelles le chef de l'État doit impérativement remanier le gouvernement. Et deuxièmement, je vais parler des risques de ce remaniement du gouvernement. D'abord, Tshisekedi est appelé à remanier le gouvernement. Pourquoi? Parce que le ministre de l'économie, nous le savons, il a été destitué à l'Assemblée nationale. Le premier a quitté les navires, d'ailleurs. Le poste est vacant jusqu'à maintenant. Donc, il y a nécessité que le chef de l'État puisse remanier le gouvernement. Deuxième raison, c'est qu'il y a les démissions de ministres pro-Katumbi du gouvernement Sama parce qu'ils sont restés loyaux à leur chef politique qui est Moïse Katumbi, puisque celui-ci s'est retiré de Tshisekedi dans la coalition de l'Union Sacrée. Alors ils ont trouvé nécessaire de quitter les navires Union Sacrée, gouvernement Sama, pour rejoindre Moïse Katumbi à Lubumbashi. Là, c'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle Tshisekedi doit procéder au remaniement du gouvernement, c'est justement l'échec du projet Tshilé-Gelou. Voilà, parce que quand il s'est rendu à l'espace Grand Kassai, nous le savons, il était étonné de voir que les travaux n'avançaient pas et n'avancent pas jusqu'à maintenant. Alors, selon les informations à notre possession, le chef de l'État avait promis de sanctionner toutes les personnes qui seraient citées dans le détournement de tel ou tel autre projet. Alors, il y avait des ministres qui ont été cités. Je te comprends, ça voudrait dire que le chef de l'État a été pris des cours et que le remaniement tant attendu n'a pas été préparé. Ce sont les situations qui vont précipiter que le chef de l'État arrive à se décider et à travailler rapidement pour une équipe Sama 2. C'est bien cela, ce n'était pas dans l'agenda du chef de l'État en tout cas. Quand il avait formé le gouvernement de l'Union Sacrée, c'était pour que ce gouvernement arrive jusqu'à la fin de son mandat, malheureusement. Donc j'étais en train de dire qu'il a la troisième raison pour laquelle le chef de l'État doit impérativement procéder au remaniement. C'est l'échec de son projet au Grand Kassai et à Kinshasa, le projet Tshilé-Gelou. Donc un projet qui devrait permettre sa réélection à la tête de la RDC, mais qui échoue en plein mandat comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle il doit procéder au remaniement, parce que j'étais en train de dire, selon nos informations, le chef de l'État était fâché contre le ministre qui serait cité dans le détournement de tel ou tel autre projet. Ces conseillers qui ont été cités ont été sanctionnés. Dernièrement, on a vu Tshisekedi a restructuré son cabinet. Il y a certains conseillers qui ont été mis à la porte, comme Fortuna Bisselele, après sa déclaration incendiaire. Pour diverses raisons. Tous n'ont pas été impliqués dans le présumé détournement. À part les détournements, il y a la déclaration des Bisselele qui a vendu négativement l'image de Tshisekedi. Donc moi, j'ose croire que les conseillers qui ont été mis à la porte pourraient être impliqués dans le cas des détournements. Et pourquoi on le met à la porte? Juste, c'est une virgule. Pourquoi on le met à la porte? C'est-à-dire, le pouvoir aujourd'hui en place est conscient des choix risqués qu'il est en train de prendre. Ah bon, il faut s'assumer. Quand vous faites un choix et après vous remarquez que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'assumer, mettre à la porte toute personne qu'il faut remercier, c'est ça. Donc ça, c'est la troisième raison. Et autre raison, c'est justement ce que tu as dit tantôt dans ta prise de parole, c'est le chèque du gouvernement Sama. Une fois, je suivi le chef de l'État lors de son adresse à la nation, il a dit que le gouvernement a un problème de pilotage. Vous voyez, avant, il accusait le FCC, non, si le pays ne marche pas, c'est parce que Kabila me mettait les pots de bananes sur le chemin, des crocs à jambes et tout et tout. Aujourd'hui, Kabila et Tshisekedi ne sont plus ensemble. Il vit seul, il a les mains libres. Il a formé son tout premier gouvernement seul, sans pour autant consulter Kabila. Et aujourd'hui, il avait accusé ce gouvernement des problèmes de pilotage. Donc il y a un problème de pilotage. Alors, puisque quelle est sa responsabilité dans tout ça? Parce que à l'époque, la coalition FCC Cash, c'est le chef de l'État qui était le premier
a acquisé ce partenaire de lui mettre le bâton dans le roue. Tout à fait. Et il a dit haut et fort, et une façon de sensibiliser la population à comprendre la marche même du pays. Et après, maintenant, il a pu mettre sur pied la coalition Cash, qui a la coalition, Union Sacrée, qui a débouché sur le gouvernement Union Sacrée, le gouvernement Samalou Condé. Dans ce gouvernement, on a connu toutes les obédiences, au moins. Le pro-Katumbi était là, le pro-Bemba, le pro-Bahati. Donc, il a composé avec le force en présence, ou encore il a composé avec le parti politique ayant une grosse ou une représentativité importante au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que moi je me dis, l'idée ingénieuse trouvée par les chefs de l'État de mettre sur pied l'Union Sacrée, c'était, il a vu son intérêt. Et moi je me demande, si le chef de l'État allait tendre la main à Bahati Lukwebo aujourd'hui, qui entre guillemets serait moins populaire dans son fief, parce qu'il ne s'est pas fait élire dans son fief, et est-ce qu'il allait tendre la main à Bahati si Bahati n'avait pas autant de députés, autant de sièges à l'Assemblée nationale? Est-ce que le chef de l'État aujourd'hui allait tendre la main à Katumbi et à Bemba si les deux-là n'avaient pas aussi autant de députés à l'Assemblée nationale? Moi, je me dis, c'était dans sa stratégie politique, tout simplement, puisque en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de fratrie, il n'y a que des intérêts. Lui, il a vu son intérêt, c'était d'avoir une majorité qui pouvait bouleverser les choses et qui pouvait qui pouvait désarçonner ou encore mettre à l'agonie le FCC. Et c'est ce qui a été fait. Et moi, je pose la question parce que vous l'avez dit, la troisième raison serait le chef quand même du gouvernement Samalou Condé. Quelle est la responsabilité du chef de l'État dans tout ceci? À l'époque, dans le gouvernement FCC Cash, c'est lui qui est clean. Dans le gouvernement Samalou Condé, c'est encore lui qui est clean, c'est encore le chef de l'État qui accuse ses ministres, qui accuse ses partenaires politiques de n'avoir pas joué franc jeu. Moi, je me dis, il y a une sorte de complicité ou encore on ne sait pas ce qu'on est en train de faire exactement. Et moi, je me dis, le chef de l'État devrait, pour mieux faire les choses, ou encore pour avoir une équipe ou encore un gouvernement Sama 2 qui peut lui permettre d'aller de l'avant et encore collimater les brèches et répondre aux desiderata ou aux aspirations le plus profondes du peuple congolais. Il devait d'abord comprendre l'échec du gouvernement Sama 1, l'échec du gouvernement Sylvestre Ilukamba. C'est en ces moments-là qu'on pourra relever la tête haute. Parce que si je me dis tout le temps que je suis irresponsable, je ne suis pour rien dans ce qui est arrivé, eh bien, c'est la manière la plus facile pour ne pas changer. Alors, pour que le chose change, on doit d'abord commencer à prendre conscience. Et je disais d'ailleurs, il y a deux raisons majeures qui font que le gouvernement... Je n'ai même pas fini à dire ce que j'avais dit. Justement, tu as posé d'abord une question, une longue question. Lorsqu'on a plein de choses à dire, ça arrive par moment. C'est quoi la responsabilité du chef de l'État dans tout ceci? Il a une part de responsabilité parce que le gouvernement est formé par qui? Par les premiers ministres. Le premier ministre est choisi par qui? Par les présidents de la République. Quand le premier ministre forme son gouvernement, avant de le publier, il soumet ça au président de la République qui peut dire non, enlevez cette personne, mettez cette personne. Donc le chef de l'État a une part de responsabilité dans tout ceci. Alors, c'est un parent, c'est un père d'une famille. Quand il voit que non, sa famille est en train de se détériorer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recadrer les enfants. Alors, ces enfants, ce sont ses ministres. Les enfants égarés. Là, c'était les causes en fait. Maintenant, je voulais aussi épingler un aspect très important, les conséquences. Parce qu'il y aura remaniement. Mais après remaniement, il y aura beaucoup de conséquences. Ces conséquences sont lesquelles? D'abord, il y a des ministres pro-Katumbi, plutôt pas des ministres, des députés pro-Katumbi, pas pro, les députés ensemble pour le changement qui sont restés fidèles au chef de l'État Félix Tshisekedi. Ils ont fait une déclaration dans laquelle ils ont réclamé tous les postes vacants qu'occupaient les ministres. C'est la plateforme politique Katumbi, dirigée par Katumbi et Ensemble pour la République, c'est son parti politique. Vous voyez, donc ces députés-là, de Ensemble pour le changement, sont restés loyaux, n'est-ce pas, à Tshisekedi. Et ils ont fait la déclaration officielle
qu'ils ont besoin de récupérer tous les postes vacants laissés par les ministres pro-Katumbi qui sont partis de l'autre côté de la rivière. Vous voyez, aujourd'hui maintenant, s'il arrivait que ces députés-là ne se retrouvent pas dans le prochain gouvernement, ils seront frustrés. Ils pourraient même quitter et aussi à leur tour l'union sacrée. Là, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que l'union sacrée aura beaucoup de problèmes. À part les députés de Ensemble pour le changement, il y a les députés révolutionnaires, les députés qui ont milité, qui ont tout fait pour que Mabunda tombe à l'époque. Ils n'ont pas été remerciés à l'époque. Parce qu'ils voilà, c'est ça les termes. Ils n'ont pas été récompensés. Alors aujourd'hui, ils attendent aussi que certains d'entre eux fassent partie du gouvernement Samadé. Si on va retenir ça, moi, bien sûr. Donc, si ils ne sont pas retenus pour ce gouvernement-là, ces députés-là peuvent tourner les dos à Tshisekedi. Donc, il y aura ce qu'on appelle la défection au sein de l'Union sacrée. Certains députés seront frustrés et pourraient quitter l'Union sacrée. Et certains ministres même, qui ne seront pas reconduits, ils se retrouveront dans l'obligation de quitter l'Union sacrée parce que leurs intérêts sont menacés. Et pour terminer, les ministres qui sont restés, les ministres de Ensemble pour la République ou de Ensemble pour le changement qui sont restés fidèles à Tshisekedi, aujourd'hui il y aura remaniement. Si aujourd'hui comment il s'appelle, Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, ne se retrouve pas dans ce gouvernement-là, si aujourd'hui Moïse Ozangi ne se retrouve pas, il changerait des positions. Si tous ces ministres-là qui sont restés avec Tshisekedi, s'ils ne se retrouvent pas, est-ce qu'ils vont rester loyaux à Tshisekedi ou bien ils vont traverser du côté des Katumbi? Alors s'ils traversent, ils seront traités des traîtres et ils ne seront pas logiques envers eux-mêmes. S'ils restent, est-ce qu'ils auront la chance de se retrouver encore en 2024? Point d'interrogation. Donc il y a beaucoup de spéculations sur ce sujet et comme tu aimes dire, les bateaux est en train de tanguer. Justement, le bateau est en train de tanguer. Je pense qu'on n'est pas encore... on est loin de l'auberge. Du bout du tunnel. Et on y est encore. Et si on ne prend pas tous ces éléments que nous sommes en train d'évoquer ici en compte, je crois qu'on risque de faire des choix risqués et de précipiter même le pays au bord du précipice. Il est très 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 capital, c'est capital ce que vous avez dit, et je me dis, au-delà de tout, si on a pris conscience, et si le chef de l'État a conscience de tout ce qui guette comme danger. Et s'il a conscience de tout ce qui guette la RDC comme danger, je crois qu'il y a quand même la nécessité impérieuse de restructurer l'Union sacrée complètement, comme je l'avais dit d'entrée de jeu. Raser complètement l'Union sacrée, ça pourrait éviter au chef de l'État, ça pourrait même éviter à des conséquences dont vous avez fait mention sur ce plateau. Et c'est cela est très important. Au-delà de ça, avec la température, parce que la température est montée d'un cran en République démocratique du Congo depuis le processus d'enrôlement a été lancé. Il y a des boucliers qui sont levés de part et d'autre. Les acteurs politiques qui sont en train de s'attaquer farouchement et le pays est en train de tanguer sérieusement et j'ai l'impression qu'on est en train d'aller tout droit vers une explosion, tout droit vers une guerre civile avec tout ce qu'on a comme situation, avec des propos incendiaires et des propos identitaires qui sont relayés tout le temps sur la place publique. Moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas urgence aujourd'hui pour le chef de l'État? Je pense qu'il y a urgence. Je pense qu'il y a urgence pour le chef de l'État aujourd'hui de restructurer complètement l'Union sacrée, de raser complètement cette Union sacrée dont l'action sur le terrain n'est pas aussi convaincante ou dont l'action sur le terrain n'est pas aussi fructueuse. Et pendant ces moments-là, tout ce qu'il pourra faire c'est de initier les dialogues. Parce que lorsqu'on est un pays démocrate
Il faut que la culture du dialogue puisse exister. On ne peut pas construire les pays lorsqu'on comprend mais que en le pays RDC, est en on a danger. une mauvaise perception du dialogue. Quand on parle du dialogue, on voit les pouvoirs, Oui, les partages du gâteau. Je parle du dialogue, pas à la manière des politiciens congolais. Mais je parle à la manière des politiciens congolais, mais je parle du dialogue en tant que solution ultime pour sauver les pays, parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire face à la rébellion du M23. La situation n'a pas changé. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que la situation est redevenue normale. La situation est restée la même dans la partie orientale, avec tout ce qu'on a eu comme discordance, comme guerre. Justement, il y a urgence que l'on puisse avoir un dialogue, carte sur table, on en parle, quelle direction donner à ces beaux pays. Tout à fait. Il y a vraiment urgence. Parce qu'aujourd'hui, il y a même la question de la CENI qui pose problème, la question de la Cour constitutionnelle qui pose problème, la question de l'Est reste pendante. Pourquoi ne pas faire profil bas? Pourquoi ne pas, n'est-ce pas, laisser le menton de chef de l'État et tendre la main à tous ces politiciens? Je crois que ce serait important. Je parlais que le chef de l'État, en ce moment, devrait être le plus sage possible. Et la sagesse politique signifie maturité, signifie rationalité, signifie température, signifie prudence et moralité dans l'agir politique. Lorsqu'on tend la main à un dialogue, ce serait, n'est-ce pas, une façon d'agir et de se comporter sagement pour résoudre le problème auquel nous faisons face. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'a pas assez de temps. Il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Et lorsqu'on est le chef de l'État, on doit savoir nommer ses collaborateurs. On doit savoir faire le choix de ses membres, même de membres du gouvernement qui doivent l'accompagner, puisque là c'est le prochain remaniement. On ne parle même pas du profil. Quel serait le profil? Quelles sont les personnes qui peuvent, n'est-ce pas, accompagner le chef de l'État? Et la vision doit être fixée par le chef de l'État. Au-delà de la vision, la sélection doit être fixée par le chef de l'État. Et quand il sélectionne, il doit nous éviter des politiciens fonctionnaires, parce qu'il y a 3 types de politiciens. Le politicien fonctionnaire, qui se comportent comme des fonctionnaires justement, qui attendent leur émolument, qui attendent leur honoraire, et ils agissent comme fonctionnaires. Ils ne proposent rien et ils sont là sans rien faire. Il y a aussi le deuxième type de politiciens, c'est les politiciens machiavéliques qui considèrent la politique comme une propriété privée, personnelle et exclusive. Et enfin, il y a la 3e catégorie des politiciens, c'est les politiciens qui est les politiciens nobles. Lui, il a une propriété. Il a une propriété collective et il pense au développement de la communauté et même de son pays. Très bien énuméré. Nous évite le choix des politiciens. Très bien énuméré, ces choix-là, c'est très important. Et fonctionnaires, voilà. Ce serait important et on pourra peut-être... Tout à l'heure, tu parlais du dialogue. Vous savez, l'homme politique congolais a une perception négative ou péjorative du dialogue. Quand on parle du dialogue, il voit le partage du gâteau, le partage du pouvoir. Aujourd'hui, le chef de l'État doit faire un très bon choix pour avoir la chance d'être réélu à la tête du pays en 2023. Mais avant de se jeter dans l'eau, dit-on, il faut comprendre la température, la profondeur de l'eau dans laquelle tu veux te jeter. Sinon, quand tu vas te jeter, tu vas te noyer et partir. C'est ce que le chef de l'État risque en tout cas. Donc, avant d'appeler tous les politiciens autour d'une table pour trouver une solution adéquate par rapport aux problèmes identifiés, il doit en tout cas connaître la température de l'eau dans laquelle il veut se jeter et surtout la profondeur, sinon il risque de se noyer. L'actualité, c'est aussi les manifestations des Goma. Aujourd'hui, ce matin, nous avons notre correspondant sur place, Monsieur Charles, qui nous livre des informations. Il y a eu la société civile, le jeune, les papas, les mamans de Goma qui se sont soulevés. À qui nous faisons un big up. Mes salutations à lui, à partir de Goma. Donc là, les jeunes se sont mobilisés pour dire non à la force régionale sur le sol congolais. Et moi, je pense qu'ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la RDC a tendu la main au Sud-Soudan. Or, le Sud-Soudan, a
armée des brassages, de mixage, une armée qui a des rebelles, les anciens rebelles, et c'est cette armée-là qui veut venir en RDC pour combattre les rebelles. C'est contradictoire. Deuxième chose, c'est que la RDC a une armée forte. Ce qu'il faut, ce n'est pas recourir aux autres pays étrangers, c'est plutôt doter notre armée des moyens suffisants pour qu'elle soit capable de bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Aujourd'hui, il y a eu le classement, les dernières statistiques publiées dernièrement. La RDC est 8e, je crois, 9e pays. Devant le Rwanda. Devant l'Ouganda. Mais nous sommes les premiers à tendre les mains à l'Ouganda, à tendre les mains au Sud-Soudan, à Burundi. Le président burundais qui s'est moqué de l'armée congolaise, que non, nous quitterons le sol congolais jusqu'à ce que la paix reviendra, jusqu'à ce que la RDC aura une armée équipée et professionnelle, alors que selon les dernières statistiques, nous sommes premiers, nous sommes devant l'Ouganda, devant le Rwanda, devant même les Burundi. Donc c'est contradictoire. Donc je pense que pour te remettre, donner la parole, ce qu'il faut faire, ce n'est pas de tendre la main aux pays voisins, c'est plutôt doter notre armée des moyens suffisants pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Parce que sur le plan militaire, notre armée a prouvé qu'elle pouvait bien engager des victoires importantes et même en finir avec certains rebelles. Ce qui marque beaucoup ou de manière criante à notre armée, c'est le moyen, la logistique. Et on doit réfléchir par rapport à ça et mettre le militaire congolais dans des conditions optimales du travail qui leur permettront justement d'avoir le bon moral et d'en finir avec cette insécurité grandissante dans la partie est du pays. On l'a toujours dit, on ne cessera jamais de le dire, la force régionale, la force sous-régionale militaire de la communauté d'Afrique de l'Est est assimilée ou est présentée comme une MONUSCO bis. Si avec la MONUSCO bis qui a fait autant d'années à l'est du pays n'a pas pu pacifier cette contrée, est-ce que c'est avec ces groupes armés qui viennent en renfort à la République démocratique du Congo qu'on pourra avoir la solution à cette question qui est assez complexe. Aujourd'hui, il est vrai que, certes, on ne veut pas du Rwanda dans cette composition de la force régionale, mais le Rwanda y est d'une manière camouflée, de manière, n'est-ce pas, en sous-main. Le Rwanda est en train d'agir et de mettre à genoux les populations civile. Et je pense que les mouvements citoyens, la société civile, tous ces jeunes-là qui se sont levés contre cette force de l'EAC a posé un acte à encourager. Un acte qu'il faut saluer. Mais malheureusement, encore une fois de plus, on assiste à une répression violente, à une répression sanguinaire de simples citoyens qui ont lancé une marche dite pacifique, tout simplement pour soutenir les armées nationales, les FARDC, et aussi mettre la pression sur le gouvernement à changer les fusils d'épaule. Il semble que l'activité a été interdite par les maires de Goma à la veille. Ils sont réprimés. Voilà, nous sommes dans un État démocratique, dans un État démocrate. Et lorsque une population ou lorsque quelqu'un veut manifester, c'est le droit, c'est le régime des notifications. On vient, on vous notifie, et voilà, on organise une marche. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller tout droit dans le gouffre. Et tout droit dans le gouffre, tout à fait. Si on ne fait rien. Surtout que, j'étais en train de dire tantôt que tu l'as aussi dit. Nous avons besoin de doter l'armée des moyens suffisants. Et aujourd'hui, le système de notification imposé autrefois par l'ONU a été complètement levé. La RDC a les mains libres. Elle peut s'acheter des armes quand elle veut, où elle veut, n'importe comment pour combattre l'ennemi. Mais on a les moyens financiers. On peut acheter les armes, on peut acheter des bombes, on peut bombarder ces rebelles-là en un seul jour, et puis on n'en parlera plus d'eux. Donc c'est ça le problème. Moi je crois que la solution sera trouvée, je crois, dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent, même dans les mois qui suivent, et il y aura la paix à l'est de la RDC. Mais cependant, il n'y aura pas la paix totale parce qu'en relation internationale, la guerre c'est la règle et la paix c'est l'exception. Donc la paix ne sera jamais rétablie totalement dans l'est de la RDC. Peu importe les négociations, peu importe les tractations des coulisses, il y aura toujours la guerre dans l'est de la RDC parce que la guerre c'est la règle et la paix c'est l'exception. Et surtout qu'il y a encore les ressources, nous avons encore les ressources
minières dans l'est de la RDC, les pays voisins de la RDC vont continuer à nous convoiter et à nous créer les problèmes, à nous créer la guerre pour piller et quimer nos richesses. Donc c'est ça les principes. Et ces forces, ces troupes étrangères sont là pour combien de temps? C'est aussi la question qu'on un temps indéterminé, on ne sait pas. On ne sait pas pour quelle L'armée ougandaise est là, il y a de cela énorme, moi que je me trompe. Pour combien de temps ce groupe armé ou encore ce troupes étrangères vont rester sur le sol congolais? Et voilà, si c'est jusqu'à la restauration définitive de la paix, je pense qu'on est très très mal parti et on a posé mal le problème. Lorsqu'on pose très mal le problème, on ne s'attend jamais à des solutions, on ne s'attend jamais à des solutions idoines. Si l'on pose bien le problème, si l'on a le diagnostic, tu peux bien identifier le problème. Tu peux aller à l'hôpital et le médecin censé de faire un travail sur ton corps te fait un mauvais diagnostic, et bien à ce moment-là, il y aura des conséquences néfastes. Si c'est la malaria dont tu souffres et que le médecin a diagnostiqué autre chose, eh bien, ce serait ta mort que tu es en train de préparer et ta tombe. Voilà, carrément. Espérons que nous allons épargner la RDC de cette mort. Les dirigeants congolais vont changer de direction. Merci, Gédéon. Je crois qu'il est temps, on doit faire notre reportage. Les papes arrivent bientôt, on doit préparer les bulletins d'information. En tenue de guerre, notre armée, notre arme, c'est les micros, c'est les stylos, et c'est la tête. On fait avec tout le jour. Et si le gouvernement comprenne les propositions que nous sommes en train de mettre sur ce plateau, je crois que chacun sera responsable dans son domaine, dans sa sphère de chacun sera responsable. Voilà. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.